Chers étudiants, bonjour dans ce sixième cours de la matière comptabilité pour les managers. Aujourd'hui, nous aborderons le chapitre 5, évaluation de la performance. Et ça comprend l'évaluation de la performance financière et non financière. Alors, l'évaluation de la performance financière et non financière sont des outils essentiels utilisés pour les organisations pour évaluer leur performance globale et prendre des décisions éclairées. Ces méthodes d'évaluation servent des objectifs distincts mais interconnectés dans l'évaluation du succès et de l'efficacité d'une entreprise. L'évaluation de la performance financière se concentre principalement sur l'analyse des aspects monétaires des opérations d'une entreprise, des indicateurs financiers clés tels que la croissance du chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires, le retour sur investissement, qui sont cruciaux dans cette évaluation. D'autre part, l'évaluation de la performance non financière explore un aspect plus large de facteurs qui influent sur le succès d'une organisation, mais qui ne sont pas nécessairement reflétés directement dans les budgets. Elle englobe des domaines tels que la satisfaction des clients, l'engagement des employés, la qualité des produits, l'innovation et les pratiques de durabilité. Donc, des indicateurs non financiers tels que le taux de fidélisation des clients, le taux de rotation des employés, le taux de défaut des produits, etc. L'évaluation de la performance financière et non financière est indispensable pour une évaluation globale de la performance d'une entreprise. La combinaison de ces deux approches offre une vue d'ensemble permettant aux entreprises de prendre des décisions stratégiques, d'allouer efficacement leurs ressources et de promouvoir l'amélioration continue pour atteindre leurs objectifs et prospérer dans un marché mondial en évolution rapide. Donc, cette introduction pose des bases pour une exploration plus approfondie de ces méthodes d'évaluation vitales et de leur importance dans la gestion contemporaine des entreprises. Donc, plus de détails, on va voir dans ce chapitre qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation et quelle est sa relation avec la performance. C'est quoi la comptabilité par centre de responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire les prix de transfert? Et on abordera aussi la notion du budget flexible afin d'évaluer la performance. Et enfin, on va savoir quelles sont les différentes mesures ou bien outils d'évaluation de la performance non financière. Commençons donc ce chapitre par la notion de décentralisation et sa relation avec la performance. Pour les petites entreprises, le propriétaire ou le dirigeant principal prend souvent toutes les décisions de la planification et d'exploitation. Les petites entreprises peuvent utiliser la prise de décision centralisée en raison de la portée plus réduite de leurs opérations. Cependant, lorsqu'une entreprise grandit, il est impossible pour une seule personne de gérer l'ensemble des opérations de l'entreprise. Par conséquent, la plupart des entreprises se décentralisent à mesure qu'elles se développent. Les entreprises qui se décentralisent divisent leurs opérations en différents segments opérationnels. La direction générale délègue la responsabilité de prise de décision au gestionnaire de segment. Donc, la direction générale détermine le type de décentralisation qui convient le mieux à la stratégie de l'entreprise. Par exemple, la décentralisation peut être basée sur la zone géographique, la gamme de produits, le canal de distribution tel que les ventes au détail par rapport aux ventes en ligne. La segmentation peut être basée sur la base des clients ou bien sur la fonction de l'entreprise.
Maintenant, avant d'examiner les types spécifiques de segments d'activité, considérons certains des avantages et des inconvénients de la décentralisation. Pour les avantages, la plupart des entreprises en croissance se décentralisent par nécessité. Cependant, la décentralisation offre de nombreux avantages potentiels. Le premier avantage, c'est libère le temps de la direction générale, c'est-à-dire en déléguant la responsabilité des opérations quotidiennes au gestionnaire de segment, la direction générale peut se concentrer sur la planification stratégique à long terme et les décisions de haut niveau qui affectent l'ensemble de l'entreprise. D'autres avantages, c'est d'encourager l'utilisation de connaissances spécialisées. La décentralisation permet à la direction générale d'embaucher l'expertise dont chaque segment d'affaires a besoin pour exceller dans ses opérations spécifiques. Les connaissances spécialisées aident souvent les gestionnaires de segments à prendre de meilleures décisions que ne pourraient le faire les gestionnaires de l'entreprise. D'autres avantages, c'est d'améliorer les relations avec les clients. Les gestionnaires de segments se concentrent sur un seul segment de l'entreprise, ce qui leur permet de maintenir un contact étroit avec les clients et les fournisseurs importants. Ainsi, la décentralisation conduit à une amélioration des relations avec les clients et les fournisseurs, ce qui peut se traduire par des temps de réponse aux clients plus rapides. On trouve d'autres avantages qui d'offrir de la formation. La décentralisation fournit également aux gestionnaires de segments une formation et une expérience nécessaires pour devenir des gestionnaires de haut niveau efficaces. Les entreprises préparent souvent leurs gestionnaires de niveau inférieur à gravir les échelons de l'entreprise en prenant des responsabilités supplémentaires et en acquérant plus de connaissances sur l'entreprise à chaque étape. D'autres avantages aussi, c'est d'améliorer la motivation et la rétention. Donner le pouvoir aux gestionnaires de segments de prendre des décisions augmente leur motivation et leur satisfaction au travail, ce qui améliore souvent la performance professionnelle et la rétention des employés. Le nombreux avantages de la décentralisation l'emportent généralement sur les inconvénients. La décentralisation peut poser des problèmes potentiels, y compris ceux décrits ci-dessous. Premièrement, il y a le potentiel de duplication des coûts. La décentralisation peut amener une entreprise à dupliquer certains coûts ou actifs. Par exemple, plusieurs segments d'activité pourraient maintenir leur propre département de paie et de ressources humaines. Les entreprises peuvent souvent éviter de telles duplications en fournissant des services centralisés. Par exemple, l'hôtel Marriott, c'est un hôtel prestigieux, segmente ses hôtels par type de propriété. Il y a le service limité, il y a le service complet, il y a le luxe. Mais chaque propriété hôtelière partage un seul site de réservation centralisé. D'autres inconvénients de décentralisation, il y a les problèmes potentiels pour atteindre la congruence des objectifs. La congruence des objectifs se produit lorsque les objectifs des gestionnaires de segments sont alignés avec ceux de la direction générale. Les entreprises décentralisées luttent souvent pour atteindre la congruence des objectifs. Les gestionnaires de segments peuvent ne pas prendre pleinement la vue d'ensemble ou les objectifs ultimes que la direction supérieure essaie d'atteindre. Ils peuvent prendre des décisions qui sont bonnes pour leur segment,
mais qui peuvent être préjudiciables à un autre segment de l'entreprise ou à l'entreprise dans son ensemble. Par exemple, afin de contrôler les coûts, une division peut décider de délocaliser la production vers une usine étrangère aux conditions de travail médiocres. Cependant, la direction générale peut embrasser, promouvoir et commercialiser la responsabilité sociale et l'utilisation de pratiques de travail équitables. Si c'est le cas, la division n'agit pas conformément aux objectifs de la direction générale. Maintenant, les systèmes d'évaluation de la performance. Une fois qu'une entreprise décentralise ses opérations, la direction générale n'est plus impliquée dans la gestion quotidienne des segments. Les systèmes d'évaluation de la performance fournissent à la haute direction les retours dont elle a besoin pour maintenir le contrôle sur l'ensemble de l'organisation, même si elle a délégué la responsabilité et l'autorité de prise de décision au gestionnaire de segment. Pour être efficaces, les systèmes d'évaluation de la performance doivent communiquer clairement les attentes, fournir des références qui favorisent la congruence des objectifs et la coordination entre les segments, et motiver les gestionnaires de segments, éventuellement en versant du bonus incitatif aux gestionnaires qui atteignent les objectifs de la performance. Et enfin, la comptabilité par responsabilité, discutée ensuite, fait partie intégrante de la plupart des systèmes d'évaluation de la performance des entreprises. Abordons maintenant le concept de la comptabilité par centre de responsabilité. La comptabilité par centre de responsabilité est un système dans lequel un segment de l'entreprise dont le responsable est tenu pour responsable de la planification et de contrôle de certaines activités. Les gestionnaires de niveau inférieur sont souvent chargés de l'établissement du budget et du contrôle des coûts pour une fonction spécifique. Les gestionnaires de niveau inférieur rendent compte aux gestionnaires de niveau supérieur qui ont des responsabilités plus larges. Par exemple, les gestionnaires responsables de la production et de la distribution rapportent au cadre supérieur responsable des bénéfices générés par toute une gamme de produits. La comptabilité par centre de responsabilité est un système d'évaluation de la performance. Chaque centre de responsabilité est dans son gestionnaire. Les rapports de performance de la comptabilité par centre de responsabilité comparent les plans, c'est-à-dire les budgets, avec les résultats réels pour chaque centre. Les supérieurs évaluent ensuite la façon dont chaque gestionnaire a contrôlé les opérations dont il ou elle était responsable. Alors, on peut dire que la comptabilité par responsabilité est une méthode de gestion financière qui se concentre sur la responsabilisation des managers pour les ressources qui leur sont allouées et les résultats de leur secteur d'activité. Un centre de responsabilité est une unité ou un département au sein d'une organisation dont le gestionnaire est responsable de la planification et du contrôle de certaines activités. Maintenant, on classifie les différents types de centres de responsabilité. Il existe 4 types de centres de responsabilité. Tout d'abord, le centre de coût. Dans ce cas, le manager est responsable du contrôle du coût sans être directement lié aux revenus ou au profit. Par exemple, le département ou bien le manager du département de maintenance d'une usine. Aussi, par exemple, le directeur de l'usine ou bien le directeur de production n'est pas responsable de la génération de revenus car il n'est pas impliqué dans la vente du produit.
Dans ce cas, le directeur est évalué sur sa capacité à contrôler les coûts en comparant les coûts réels aux coûts budgétisés. Deuxième type de centre, c'est le centre de revenus. Ici, le manager est responsable de la génération de revenus avec peu de contrôle sur les coûts ou l'investissement. Un exemple serait le chef d'une équipe de vente. Alors, dans un centre de revenus, les gestionnaires sont principalement responsables des revenus. Souvent, les centres de revenus sont des territoires de vente tels que des zones géographiques à l'intérieur du pays. Les gestionnaires du centre de revenus peuvent également être responsables des coûts de leur propre opération de vente. Les rapports de performance des centres de revenus comparent les revenus réels aux revenus budgétisés. Troisième type de centre de responsabilité est le centre de profit. Dans ce cas, le manager est responsable à la fois des revenus et des coûts, et donc du profit généré par son centre. Cela pourrait s'appliquer à la gestion d'une filiale d'une entreprise. Par exemple, un gestionnaire est responsable d'augmenter les revenus de vente et de contrôler les coûts pour atteindre les objectifs de profit pour la marque entière ou la ligne de produits. Les supérieurs évaluent la performance du gestionnaire en comparant les revenus réels, les dépenses et les profits au budget. Quatrième type de centre de responsabilité est le centre d'investissement. Dans un centre d'investissement, les gestionnaires sont responsables premièrement de gérer les revenus et deuxièmement de contrôler les coûts et troisièmement de gérer efficacement les actifs de la division ou bien du segment. Les centres d'investissement sont généralement de grandes divisions d'une entreprise. Alors, le manager, ici, est responsable non seulement de revenus et des coûts, mais aussi des décisions d'investissement. Les directeurs de division qui doivent gérer le retour sur investissement, c'est une mesure qu'on va voir après, donc il doit gérer le retour sur investissement pour leur division entre dans cette catégorie. Donc les centres d'investissement sont traités presque comme s'ils étaient des entreprises indépendantes. Le directeur de division a généralement une grande responsabilité, y compris la division ou bien la décision sur l'utilisation des actifs. En conséquence, on tient les gestionnaires responsables de générer autant de profits que possible avec ces actifs. D'une façon générale, on peut dire que la comptabilité par responsabilité utilise des rapports de performance qui comparent les plans, souvent sous forme de budget, avec les résultats réels pour chaque centre. Ces rapports permettent à la direction supérieure d'évaluer la manière dont chaque manager a contrôlé les opérations dont il ou elle était responsable. Ces évaluations aident à prendre des décisions concernant la récompense, les promotions, les bonus et parfois la formation ou le reclassement des managers. L'idée fondamentale est de fournir une visibilité sur la performance de différents segments de l'organisation, ce qui permet d'identifier où les opérations se déroulent conformément aux attentes et où des améliorations sont nécessaires. Cela encourage également les managers à se concentrer sur les éléments sur lesquels ils ont le contrôle direct et à être tenus pour responsables des résultats. Passons maintenant au rapport de performance du centre de responsabilité. Un rapport de performance compare les revenus et les dépenses réelles aux chiffres budgétisés. La différence entre le réel et le budget
est connu sous le nom de variance ou écart. Les chiffres spécifiques inclus dans chaque rapport de performance dépendront du type de centre de responsabilité évalué. Par exemple, les rapports de performance du centre de coût ne comprendront que les coûts engagés au sein du centre. Et les rapports de performance du centre de revenus ne comprendront que les revenus générés par le centre. Le tableau illustre un rapport de performance partiel pour un centre de revenus hypothétique. Puisque le manager est uniquement responsable de la génération de revenus de vente, seuls les revenus sont inclus dans le rapport. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, les variances sont soit favorables en lettre F ou bien soit défavorables en lettre de D. Une variance favorable est celle qui cause un revenu opérationnel supérieur au budget. Cela produit lorsque les revenus réels sont supérieurs au budget ou que les dépenses réelles sont inférieures au budget. Il y a aussi une variance ou bien un écart défavorable, donc est celle qui cause un revenu opérationnel inférieur au budget. Cela se produit lorsque les revenus réels sont inférieurs au budgétisé ou que les dépenses réelles sont supérieures au budgété. Bien que la variance ou bien l'écart de revenus favorable soit typiquement une bonne nouvelle pour l'entreprise, la même interprétation peut être trompeuse quand il s'agit de variance de dépenses. Soyez prudent de ne pas interpréter la variance de dépenses favorable comme bonne et les variances de dépenses défavorables comme mauvaises. Par exemple, une entreprise pourrait dépenser plus qu'a été initialement budgétisé en recherche et développement, c'est-à-dire dans la recherche et développement, afin de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants plus rapidement. La variance ou bien l'écart défavorable résultante pour les dépenses de recherche et développement pourrait en fait être une bonne nouvelle pour l'entreprise. D'autre part, un manager pourrait acheter des matériaux de moindre qualité pour générer des économies de coûts. La variance de coût des matériaux favorables résultante serait en fait une mauvaise nouvelle pour l'entreprise puisque cela réduirait très probablement la qualité du produit final. La plupart des logiciels de comptabilité des entreprises utiliseront des chiffres positifs et négatifs pour indiquer si une variance est favorable ou défavorable. La direction du signe, c'est-à-dire positif ou négatif, dépendra de si la variance est calculée comme budget moins réel ou réel moins budget. La pratique varie à cet égard, surtout en ce qui concerne la variance de dépenses. Pour éviter toute confusion sur la direction du signe, nous utiliserons la notion de D et F avec la valeur absolue de la variance. Rappelez-vous juste que lorsque vous travaillez avec de réelles entreprises, vous verrez rarement la notation de D ou F sur le rapport de la performance. Au lieu de cela, vous verrez des variances positives ou négatives que vous aurez besoin d'interpréter en utilisant les définitions présentées. Les managers utilisent une technique appelée la gestion par exception lors de l'analyse des rapports de la performance. La gestion par exception signifie que les managers n'investigueront que les variances ou l'écart budgétaire qui sont relativement grandes. Utilisons un exemple personnel pour illustrer ce concept. Considérez votre facture mensuelle de téléphone portable ou bien d'électricité. Vous avez probablement une attente de taille de votre facture mensuelle sera. Si la facture réelle est proche de votre attente, vous payerez simplement la facture sans y donner trop de réflexion supplémentaire.
Cependant, si la facture réelle est beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse que ce que vous attendiez, vous regarderez probablement les charges détaillées pour les appels, les textes et l'utilisation des données pour déterminer pourquoi la facture était si différente de ce que vous attendiez. Les gestionnaires font de même. Si les coûts réels ou les revenus sont proches du budget, ils supposent que les opérations sont sous contrôle. Cependant, si la variance entre le budget et le réel est relativement grande, ils enquêteront sur la cause de la variance ou bien la cause de l'écart. Les gestionnaires ont souvent une règle de décision pour l'enquête des variances qui est exprimée en pourcentage en montrant en dollars ou bien en unités monétaires ou une combinaison des deux. Marge de segment. Les rapports de performance des centres de profit et d'investissement incluent à la fois du revenu et les dépenses. Ces rapports sont souvent présentés dans le format de la marge sur coût variable plutôt que dans le format traditionnel du compte de résultat. Ces rapports incluent souvent une ligne appelée marge de segment. La marge de segment est le résultat opérationnel généré par un centre de profit ou d'investissement avant de soustraire les coûts fixes communs qui ont été alloués au centre. Les dépenses fixes communes incluent les dépenses fixes qui ne peuvent pas être attribuées au centre de profit. Plutôt, ce sont des dépenses fixes encourées par le centre d'investissement global. Par exemple, ces coûts alloués peuvent inclure le coût de la division pour fournir un système d'information informatique commun, ou un département de ressources humaines, ou un service de paix et un département juridique, etc. En partageant ces services, les différentes lignes de produits évitent la duplication du coût et des actifs qui devraient sinon être maintenus par les centres de profit individuels. Étant donné que le manager du centre de profit a peu ou pas de contrôle sur l'allocation des dépenses fixes communes, il ou elle ne devrait pas en être tenu responsable. Par conséquent, le manager est généralement tenu responsable de la marge de segment de son centre et non de son résultat opérationnel. Maintenant, les rapports de performance à l'échelle de l'entreprise. Le résultat opérationnel de chaque centre de profit se répercute sur le rapport de performance pour un centre d'investissement. De même, le résultat opérationnel de chaque centre d'investissement se répercute dans le rapport de performance pour l'ensemble de l'entreprise. Les coûts engagés par le siège social de l'entreprise sont traités comme un centre de coûts et ne sont généralement pas alloués à l'une des divisions. En plus des rapports de performance représentés, des rapports de performance liés au centre de coûts et de revenus sur chaque centre de profit existerait et remonterait au centre de profit. La comptabilité de responsabilité attribue aux managers la responsabilité de la performance de leur segment. Mais les supérieurs ne devraient pas abuser des systèmes pour trouver des erreurs ou placer le blâme de manière erronée. Certaines variances sont contrôlables, tandis que d'autres ne le sont pas. Par exemple, les managers n'ont aucun contrôle sur les conditions économiques générales des pays qui peuvent réduire les ventes, ni sur les sécheresses, inondations et gelées qui augmentent le coût des matières agricoles dans leurs produits.
De même, ils ont peu ou pas de contrôle sur le coût de l'électricité et du gaz utilisés pour alimenter les usines et livrer des produits. Les managers doivent examiner attentivement les causes de grandes variances afin qu'ils puissent se concentrer sur l'amélioration de celles qui sont contrôlables, tout en développant des stratégies pour minimiser le risque associé aux variances incontrôlables. Maintenant, évaluation des centres d'investissement. Comme mentionné précédemment, les centres d'investissement sont généralement de grandes divisions d'une entreprise. Les responsabilités d'un gestionnaire de centre d'investissement sont similaires à celles d'un PDG d'une entreprise entière. Les gestionnaires de centres d'investissement sont responsables à la fois de la génération de profits et de l'utilisation optimale des actifs du centre d'investissement. Par exemple, un gestionnaire de centre d'investissement a le pouvoir de décider de la quantité de stock à maintenir, des types d'investissements à réaliser, de l'agressivité à récupérer les comptes clients et de l'opportunité d'ouvrir de nouveaux magasins ou de fermer des anciens. Dans cette section, donc, nous examinerons les deux mesures de performance les plus couramment utilisées pour évaluer la performance du centre d'investissement, qui est le retour sur investissement et le revenu résiduel. Et pour évaluer correctement la performance financière d'un centre d'investissement, les dirigeants évaluent le résultat opérationnel ou bien d'exploitation de chaque division par rapport à ses actifs. Cette relation est généralement évaluée en calculant le retour sur investissement de la division ou son revenu résiduel. Commençons par le retour sur investissement, le RSI, ou bien le ROI. Le ROI, c'est-à-dire en anglais, c'est Return on Investment. Donc, le retour sur investissement, le RSI, mesure la quantité de revenus qu'un centre d'investissement gagne par rapport à la taille de ses actifs. Les entreprises définissent généralement le retour sur investissement comme suit. Le retour sur investissement est égal au revenu opérationnel ou bien le résultat d'exploitation sur ou bien divisé par les actifs totaux. Lorsque la haute direction décide comment investir des fonds excédentaires, elle considère souvent le retour sur investissement de chaque division. Une division avec un retour sur investissement plus élevé est plus susceptible de recevoir des fonds supplémentaires parce qu'elle a un historique de fourniture d'un rendement plus élevé sur l'investissement. Cependant, peut-être que la direction estime que les opérations pourraient être améliorées dans une division plus faible en investissant dans de nouvelles technologies, usines et équipements. Ainsi, la division avec un retour sur investissement plus faible pourrait également recevoir une injection de capital. En plus de comparer le retour sur investissement entre les divisions, la direction compare également le retour sur investissement d'une division à travers le temps pour déterminer si la division devient plus ou moins rentable. En plus de mesurer le retour sur investissement de le temps, la direction compare souvent le retour sur investissement divisionnaire avec d'autres entreprises du même secteur pour déterminer comment chaque division se porte par rapport à ses concurrents. Deuxième indicateur, c'est la marge sur vente et rotation des capitaux. Pour déterminer ce qui influence le retour sur investissement d'une division, la direction reformule souvent l'équation
de retour sur investissement sous sa forme développée. Donc, le retour sur investissement est égal le revenu opérationnel divisé par les ventes et cela multiplié par les ventes divisées par les actifs sociaux. Et ça nous donne le revenu opérationnel divisé par les actifs sociaux. Remarquez que les ventes ou revenus des ventes sont inclus dans le dénominateur du premier terme et dans le numérateur du deuxième terme. Lorsque les deux termes sont multipliés ensemble, le revenu des ventes s'annule, laissant la formule d'original du RSI, ou bien de retour sur investissement. Pourquoi les gestionnaires réécrivent-ils la formule de retour sur investissement de cette façon? Parce que cela les aide à mieux comprendre comment ils peuvent améliorer les retours ou bien les retours sur investissement. Le premier terme de l'équation élargie est la marge sur vente, qui se concentre sur la rentabilité en montrant combien de revenus opérationnels la division gagne sur chaque dollar de revenus des ventes. La marge sur les ventes est définie comme suit. Donc la marge sur les ventes est égale le revenu opérationnel divisé par les ventes. Ensuite, considérons la rotation des capitaux de chaque division qui se concentre sur l'efficacité avec laquelle la division utilise ses actifs pour générer des revenus de vente. La rotation des capitaux est définie maintenant comme suit. La rotation des capitaux est égale les ventes divisées par les actifs totaux. On a un autre aussi indicateur pour mesurer la performance et le revenu résiduel. Plutôt que d'utiliser le retour sur investissement pour évaluer la performance de leur centre d'investissement, de nombreuses entreprises utilisent le concept de revenu résiduel. Semblable au retour sur investissement, le calcul du revenu résiduel est basé sur le résultat opérationnel de la division et sur ses actifs, mesurant ainsi la rentabilité de la division par rapport à la taille de ses actifs. Cependant, le calcul du revenu résiduel intègre un élément d'information supplémentaire important. Le taux de rendement cible de la direction. Le taux de rendement cible est le taux de rendement minimum acceptable que la haute direction attend qu'une division réalise avec ses actifs. Le taux de rendement cible de la direction est basé sur de nombreux facteurs. Certains de ces facteurs comprennent le niveau de risque des activités de la division, il y a le taux d'intérêt, on trouve les attentes des investisseurs, le retour réalisé par d'autres divisions, les conditions économiques générales, etc. À mesure que ces facteurs changent avec le temps, le taux de rendement cible de la direction changera également. Donc, le revenu résiduel détermine si la division a créé un revenu excédentaire ou bien résiduel au-delà des attentes de la direction. Le revenu résiduel est calculé comme suit. Le revenu résiduel est égal au résultat opérationnel moins le revenu acceptable minimum. Le revenu acceptable minimum est défini comme le taux de rendement cible de la haute direction multiplié par le total des actifs de la division. Ainsi, le revenu résiduel est égal au résultat opérationnel moins le taux de rendement cible multiplié par le total des actifs. Remarquez dans cette équation, le revenu résiduel compare le résultat opérationnel réel de la division avec le revenu opérationnel minimum que la haute direction attend
étant donné la taille des actifs de la division. Un revenu résiduel positif signifie que le résultat opérationnel de la division dépasse le taux de rendement cible de la haute direction. Un revenu résiduel négatif signifie que la division n'atteint pas le taux de rendement cible. Cela signifie que la division n'a pas utilisé ses actifs aussi efficacement que ce que la haute direction attendait et n'a donc pas pu atteindre le retour sur investissement minimum. On résume maintenant les mesures de performance que nous venons de discuter. On a le retour sur investissement, ou bien aussi appelé en anglais le ROI. Donc, le ROI ou bien le RSI est égal au revenu opérationnel divisé par les actifs sociaux. Pour la marge, aussi, on a la marge de vente. La marge de vente est égale au revenu opérationnel divisé par les ventes, ou bien les chiffres d'affaires. Et la rotation des capitaux est égale aux ventes divisées par les actifs sociaux. Et enfin, on a le revenu résiduel qui est égal au revenu opérationnel moins le taux de retour cible multiplié par les actifs totaux. Un autre concept qui est important dans l'évaluation de la performance est la congruence des objectifs, puisque le calcul de retour sur investissement indique déjà au gestionnaire si la division a atteint ou non le taux de rendement cible. Pourquoi certaines entreprises préfèrent-elles utiliser le revenu résiduel plutôt que le retour sur investissement? La réponse est que le revenu résiduel conduit souvent à une meilleure congruence des objectifs. Par exemple, supposons qu'un gestionnaire envisage d'investir dans un nouvel équipement de 100 000 $ qui générerait un revenu annuel de 30 000 $. La direction supérieure voudrait que la division investisse dans cet équipement parce que son rendement, 30%, dépasse le taux cible qui est 25%. Mais que feront les gestionnaires de la division? Si l'évaluation est basée sur le revenu résiduel, le gestionnaire de division investira dans l'équipement parce que cela augmentera le revenu résiduel de la division de 5 000 $, c'est-à-dire que 30 000 $ moins 25% de 100 000 $. Et si l'évaluation est basée sur le retour sur investissement, la décision du gestionnaire de division peut dépendre de son retour sur investissement actuel. Si le retour sur investissement actuel de la division est inférieur à 30%, le gestionnaire a une incitation à investir dans l'équipement afin d'augmenter le retour sur investissement global de la division. Cependant, si le retour sur investissement actuel de la division est supérieur à 30%, investir dans l'équipement diminuerait le retour sur investissement de la division. Dans ce cas, le gestionnaire ne serait probablement pas enclin à investir dans l'équipement. Ainsi, le revenu résiduel améliore la congruence des objectifs tandis que le retour sur investissement peut le faire ou non. Parlons maintenant aux problématiques et problèmes liés à la mesure de performance. Le calcul de retour sur investissement et le revenu réel semblent très simples. Cependant, la direction doit prendre certaines décisions avant de pouvoir effectuer ces calculs. La plupart de ces décisions concernent la manière de
mesurer les actifs utilisés dans les calculs de retour sur investissement et de revenus résiduels. La première question est quelle date du bilan devrions-nous utiliser? Comme le total des actifs différera entre le début de la période et la fin de la période, les entreprises doivent choisir un moment précis pour mesurer les actifs. Deuxième question est devrions-nous inclure les actifs? La direction doit également décider si elle souhaite inclure tous les actifs dans le chiffre total des actifs. De nombreuses entreprises avec des points de vente au détail achètent continuellement des terrains pour construire des futurs magasins, jusqu'à ce que ces magasins soient construits et ouverts. Le terrain, y compris toute construction en cours, est un actif non productif qui ne génère aucun revenu d'exploitation. Inclure les actifs non productifs dans le chiffre total des actifs diminuera le retour sur investissement et le revenu résiduel. Par conséquent, certaines entreprises ne les incluent pas dans ces calculs. D'autres questions est devrions-nous utiliser la valeur comptable brute ou la valeur comptable nette des actifs? La valeur comptable brute est le coût historique des actifs et la valeur comptable nette est le coût historique des actifs moins l'amortissement accumulé. Donc, utiliser la valeur comptable nette des actifs a un inconvénient certain. À cause de l'amortissement, la valeur comptable nette des actifs continue de diminuer au fil du temps jusqu'à ce que les actifs soient entièrement amortis. En conséquence, le retour sur investissement et le revenu résiduel augmentent au fil du temps simplement à cause de l'amortissement plutôt qu'en raison d'améliorations réelles dans les opérations. En général, calculer le retour sur investissement sur la base de la valeur comptable nette des actifs incite les gestionnaires à continuer d'utiliser du matériel ancien et dépassé parce que la valeur comptable nette de l'actif continue et diminue. Cependant, la direction générale peut vouloir que la division investisse dans de nouvelles technologies pour créer de l'efficacité opérationnelle. Les effets à long terme de l'utilisation d'équipements dépassés peuvent être dévastateurs alors que les concurrents utilisent de nouvelles technologies pour produire des produits moins chers et vendre à des prix inférieurs. Ainsi, pour créer une congruence des objectifs, certaines entreprises préfèrent calculer le retour sur investissement sur la base de la valeur comptable brute des actifs ou même sur la base du coût de remplacement actuel des actifs plutôt que sur la valeur comptable nette des actifs. D'autres questions aussi qui sont problématiques, c'est devrions-nous apporter des ajustements aux revenus ou aux actifs? Certaines entreprises utilisent un calcul de revenu résiduel modifié appelé valeur économique ajoutée. Pour arriver à la valeur économique ajoutée, les gestionnaires apportent plusieurs ajustements à la façon dont les entreprises et les actifs sont mesurés dans la formule du revenu résiduel. Par exemple, les dépenses de recherche et développement sont souvent réintégrées aux revenus, non considérés comme des dépenses, tandis que le total des actifs est généralement réduit par les passifs courants de l'entreprise. Le calcul de la valeur économique ajoutée sont couverts dans des manuels de comptabilité et des finances plus avancés. La limitation maintenant de l'évaluation de la performance financière. Les entreprises ayant traditionnellement pour objectif de générer des bénéfices pour leurs propriétaires, l'évaluation de la performance a historiquement tourné autour de la performance financière. Cependant, la mesure de la performance financière a ses limites.
Par exemple, un sérieux inconvénient des mesures de performance financière est leur focalisation sur le court terme. Les entreprises préparent habituellement des rapports de performance et calculent le retour sur investissement et le revenu résiduel sur une période d'un an ou moins. Si la direction supérieure utilise une période de temps courte, les gestionnaires de division ont un intérêt à prendre des mesures qui conduiront à une augmentation immédiate de ces indicateurs, même si de telles actions peuvent ne pas être dans l'intérêt à long terme de l'entreprise, comme plutôt comme la réduction des dépenses en recherche et développement ou en publicité. D'autre part, de nombreuses actions potentiellement positives peuvent prendre plus d'un an pour générer des revenus au niveau ciblé. Beaucoup de cycles de vie des produits démarrent lentement, entraînant même des pertes dans les premiers stades avant de générer des bénéfices. Si les gestionnaires sont évalués uniquement sur la performance financière à court terme, ils peuvent hésiter à introduire de nouveaux produits qui peuvent prendre du temps pour générer des bénéfices acceptables. Comme solution potentielle, la direction peut mesurer la performance financière en utilisant un horizon temporel plus long tel que 3 ou 5 ans. L'extension du cadre temporel donne aux gestionnaires de segments l'incitation à penser à long terme plutôt qu'à court terme et à prendre des décisions qui auront un impact positif sur l'entreprise au cours des prochaines années. Passons maintenant à un autre élément qui est considéré comme important, qui est le prix de transfert. Qu'est-ce que le prix de transfert? Dans les grandes entreprises diversifiées, il est fréquent qu'une division achète des produits ou des composants à une autre division plutôt qu'à un fournisseur externe. Le prix facturé pour la vente interne de produits entre deux divisions différentes de la même entreprise est connu sous le nom de prix de transfert. Le prix de transfert devient un revenu de vente pour la division vendeuse et un coût pour la division acheteuse. Par conséquent, le résultat opérationnel, le retour sur investissement, la marge sur vente et le revenu résiduel de chaque division seront affectés par le prix de transfert utilisé. Établir un prix de transfert équitable est souvent difficile puisque chaque division souhaitera maximiser ses propres bénéfices. La division vendeuse voudra que le prix soit le plus élevé possible, tandis que la division acheteuse voudra que le prix soit le plus bas possible. En choisissant le prix de transfert, l'objectif ultime de la direction doit être d'optimiser la rentabilité globale de l'entreprise en encourageant un transfert à avoir lieu uniquement sur l'entreprise bénéficiaire de l'échange. Cet avantage résulte généralement d'économies de coûts. Par exemple, si une capacité excédentaire existe, le coût incrémental de fabrication d'un produit supplémentaire pour une vente interne est le coût variable de production. De plus, la division vendeuse peut souvent éviter certains coûts de marketing ou de distribution sur les ventes internes. Maintenant, quelles sont les stratégies et les mécanismes pour la détermination d'un prix de transfert? Les stratégies suivantes sont souvent utilisées pour déterminer le prix de transfert. Tout d'abord, le prix de marché. Si un marché externe pour le produit existe, le prix du marché est souvent considéré comme le prix le plus équitable. La division vendeuse obtiendra le revenu de vente qu'elle aurait perçu sur une vente externe et la division acheteuse paiera ce qu'elle aurait payé pour le produit d'un fournisseur externe. Si la division vendeuse peut économiser sur les coûts de marketing ou de distribution, le prix de marché pourrait être réduit de tout ou partie des économies de coûts pour arriver à un prix de transfert. Deuxième stratégie, c'est le prix négocié. Les gestionnaires de division
négocier jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord sur un prix de transfert. Le prix de transfert négocié sera généralement situé entre le coût variable et le prix du marché. Le prix acceptable le plus bas pour la division vendeuse sera le coût variable de production et de vente du produit. Tout prix inférieur se traduirait par une marge sur coût variable négative pour la division vendeuse. Le prix acceptable le plus élevé pour la division acheteuse sera le prix du marché. Tout prix supérieur entraînerait un coût supplémentaire pour la division acheteuse. L'inconvénient de cette méthode est que la négociation prend du temps et des efforts et peut causer des frictions entre les gestionnaires de l'entreprise. D'autres stratégies pour les prix de transfert, on trouve les coûts. S'il n'existe pas de marché externe pour le produit, alors une certaine définition du coût est souvent utilisée pour fixer le prix de transfert. Comme noté, le coût variable serait le prix le plus juste à utiliser si une capacité excédentaire existe, tandis que le coût comblé d'absorption, y compris les frais généraux de production fixes. Donc ça est également souvent considéré comme un prix raisonnable. De plus, une marge bénéficiaire peut être ajoutée à l'une ou l'autre définition du coût pour arriver à un prix de transfert équitable. L'inconvénient de cette méthode est que la division vendeuse n'a aucune incitation à contrôler les coûts puisqu'elle sera remboursée par la division acheteuse pour les coûts qu'elle engage. Et ce tableau ci devant vous résume l'ensemble des avantages et des inconvénients pour chaque stratégie du prix de transfert. Et ce qu'on a aussi vient de citer. Maintenant, comment les gestionnaires utilisent-ils les budgets flexibles pour évaluer la performance? Dans la première partie de ce cours, nous avons examiné les rapports de la performance qui comparent les coûts réels au montant budgété. Il n'y a rien de mal de comparer les résultats réels au budget de planification principale. De nombreuses entreprises le font. Cependant, les gestionnaires obtiennent généralement de meilleures perspectives en comparant les résultats réels à un budget flexible qui est un budget préparé pour un niveau de volume différent de celui initialement prévu. Pour illustrer ce concept, revenons à Texon Tortilla, l'entreprise que nous avons utilisée au chapitre 4, c'est-à-dire au cours précédent, pour illustrer la budgétisation. Le tableau devant vous montre un rapport de performance pour les revenus de vente et les dépenses d'exploitation qui compare les résultats réels au budget principal, c'est-à-dire le budget de planification. Les informations budgétées ont été prises à partir du budget des ventes et du budget de dépenses d'exploitation, tandis que les résultats réels ont été recueillis à partir du grand livre général de l'entreprise. La différence entre les revenus et les dépenses réelles et le budget principal est connue sous le nom de la variance du budget principal. Cette variance est vraiment le résultat d'une comparaison avec ces deux types de budget. Pourquoi est-ce le cas? Remarquez comment la comparaison est faite entre les résultats réels pour un volume de 28 724 cartons et le revenu du coût budgété pour le volume de planification de 25 000 unités. Bien sûr, nous nous attendrions à ce que le revenu réel et les dépenses variables soient supérieurs au budget simplement parce que le volume de vente était supérieur à 14,9% au budget. Cependant,
nous ne nous attendrions pas à ce que les coûts fixes changent tant que le volume réel se situait encore dans la plage de fonctionnement pertinente. Mais remarquez que les dépenses réelles étaient de 0% à 40% plus élevées que prévu. La direction voudra comprendre pourquoi ces écarts se sont produits. Pour fournir une comparaison, de nombreuses entreprises comparent les résultats réels à un budget flexible préparé pour le volume réel atteint. Ce budget flexible sera utilisé strictement pour évaluer la performance. Notez la distinction entre les objectifs des deux budgets. Il y a le budget principal original pour 25 000 unités, c'est-à-dire des cartons, a été utilisé à des fins de planification au début de la période. Le nouveau budget flexible pour 28 724 cartons, bien unités, sera utilisé à des fins d'évaluation de la performance à la fin de la période. Alors, on peut dire que le budget flexible permet au gestionnaire de comparer les revenus et les dépenses réelles à ce qu'il aurait attendu étant donné le volume réel. Et pour créer un budget flexible comme celui présenté dans le tableau, les gestionnaires utilisent simplement le volume réel atteint, c'est 28 724 cartons, et les hypothèses aussi de budget original. Par exemple, le budget flexible présenté dans le tableau inclut les calculs suivants. On a le revenu de vente. C'est quoi le revenu de vente? C'est le volume de vente qui est 28 724 cartons multiplié par le prix unitaire qui est 20 dollars par carton est égal à 574 480 dollars. Et on a la commission sur la vente qui est 28 724 cartons multiplié par 1,50 dollars par carton est égal à 43 086 dollars. Et on a les dépenses de livraison qui est à 2 dollars par carton multiplié par le volume de vente qui est 28 724 est égal à 57 448 dollars. Donc la charge de créance de thèse qui est 1%. Donc 1%, c'est, on calcule ça, c'est 574 480 qui est le revenu de vente du budget flexible, multiplié par 80% accrédité, multiplié par 1% de créance de thèse est égal à 4 596 dollars. Et on a les dépenses opérationnelles fixes ne devraient pas être affectées par ce changement de volume. Par conséquent, les montants de budget flexible sont les mêmes que ceux initialement prévus dans le budget principal. Remarquez comment ce rapport de performance inclut les mêmes coûts réels et les chiffres du budget principal présentés dans le tableau. De plus, le budget flexible est placé dans la colonne du milieu des rapports de performance. Deux colonnes encadrent le colonne du milieu, la variance de volume et la variance du marge flexible. L'écart ou bien la variance de volume, donc il est la différence entre le budget principal et le budget flexible. Rappelez-vous que la seule différence entre ces deux budgets est le volume d'unités sur lequel ils sont basés. Ils utilisent tous les deux les mêmes hypothèses budgétaires, mais un volume différent. Le budget principal est basé sur 25 000 cartons. Le budget flexible est basé sur 28 724 cartons. L'écart de volume survit uniquement parce que le volume des cartons réellement vendus diffère du volume initialement prévu dans le budget principal, d'où le nom de l'écart de volume. Les écarts de volume sont indiqués en encre bleue dans l'exposition que
devant vous, c'est-à-dire le tableau devant vous. L'écart de volume présente la partie de l'écart du budget principal dans le tableau que la direction s'attendrait à avoir en considérant que 3724 cartons de plus ont été vendus que prévu initialement. Par exemple, en raison de l'augmentation du volume de vente, l'écart de volume montre que le chiffre d'affaires devrait être supérieur de 74 480 $ à celui initialement budgétisé et que le total des charges d'exploitation devrait être supérieur de 13 630 $ à celui initialement budgétisé. Cependant, l'écart du budget principal dans le tableau a révélé que le chiffre d'affaires est réellement supérieur à 103 225 $ à celui budgétisé et que le total des charges d'exploitation est en réalité de 15 945 $ à celui budgétisé. Alors, pourquoi les revenus et les dépenses réelles sont-ils encore supérieurs à ce qu'ils devraient être, même en tenant compte de l'augmentation du volume? Les réponses peuvent être retrouvées dans l'écart du budget flexible. Alors, l'écart du budget flexible est la différence entre le budget flexible et le résultat réel. Les écarts du budget flexible sont indiqués en encre orange foncé dans le tableau devant vous, étant donné que tous les écarts liés au volume ont déjà été pris en compte à travers l'écart de volume. L'écart de budget flexible met en lumière les causes autres que le volume. Par exemple, l'écart favorable F de 28 747 $ pour le chiffre d'affaires signifie que les cas ou bien les cartons ont été vendus à un prix moyen supérieur à 20 $ par carton. L'écart défavorable COD de 2874 $ pour les dépenses de commission signifie que les commissions ont été payées à un taux supérieur à 1,5 $ par carton. L'écart favorable F de 2870 $ pour les dépenses d'exploitation signifie que les coûts de livraison ont été inférieurs à 2 $ par carton. Et l'écart défavorable de 531 $ pour les créances de test signifie que soit plus de 80% des ventes ont été réalisées à crédit, soit que les créances irrécouvrables ont été comptabilisées à un taux supérieur à 1%. Passons maintenant à l'explication quelles sont les causes sous-jacentes des écarts. Comme discuté dans la première moitié du cours, les managers utiliseront la gestion par exception pour déterminer quels écarts ont été. La haute direction s'appuiera sur les managers de chaque centre de responsabilité pour répondre à leurs questions. À d'autres moments, la haute direction connaît déjà les raisons des écarts mais a besoin de rapports de performance pour comprendre comment leurs décisions opérationnelles ont affecté les finances de l'entreprise. On a les écarts du budget principal, une combinaison d'écarts. Maintenant que nous avons préparé un rapport de performance pour le budget flexible, il est facile de voir comment l'écart du budget principal peut être vu comme une combinaison de deux écarts distincts, à savoir l'écart du volume, deuxièmement l'écart du budget flexible. Cet écart du budget principal peut être une combinaison d'écarts favorables et une combinaison d'écarts défavorables ou une combinaison d'un écart favorable et d'un écart défavorable. Deuxièmement, c'est de composer l'écart du budget flexible. Nous venons de voir comment l'écart du budget principal peut être décomposé en un écart de volume et un écart de budget flexible. Si les managers le souhaitent, ils peuvent décomposer l'écart du budget flexible en deux écarts supplémentaires, un écart de prix et un écart d'efficacité.
pour mieux comprendre ce qui cause l'écart du budget flexible. Les fabricants font souvent cela pour leurs matières premières directes, la main-d'œuvre directe, et le coût indirect de fabrication. Passons maintenant à notre section qui est les mesures de la performance non financière. Dans le passé, le système d'évaluation de la performance était presque entièrement axé sur la performance financière. D'un côté, cet accent a du sens parce que l'un des objectifs principaux de toutes les entreprises, ou bien de toute entreprise, est de gérer les profits pour ses propriétaires. D'un autre côté, la performance financière actuelle a tendance à révéler des résultats de décisions et d'actions passées plutôt qu'indiquer la performance future de l'entreprise. En conséquence, les mesures de la performance financière sont connues comme des indicateurs de retard. La direction a également besoin d'indicateurs de tête qui sont des mesures de performance prédisant la performance future. Et on trouve dans cela un outil très important appelé le tableau de bord prospectif. Au début des années 1990, Robert Kaplan et David Norton ont introduit le tableau de bord prospectif. Ce tableau de bord reconnaît que la direction doit prendre en compte à la fois les mesures de performance financière et les mesures de performance opérationnelle lorsqu'elle juge la performance d'une entreprise et de ses segments. Ces mesures doivent être liées aux objectifs de l'entreprise et à sa stratégie pour atteindre ces objectifs. Le tableau de bord prospectif représente un changement majeur dans la mesure de la performance d'entreprise. Les indicateurs financiers ne sont plus la seule mesure de performance. Ils ne sont maintenant qu'une mesure parmi un ensemble plus large de mesures de performance. Garder la trace des mesures de performance opérationnelle et des mesures de performance financière traditionnelles donne à la direction une vue équilibrée et complète de l'entreprise. Le tableau de bord prospectif a généralement 4 dimensions où il est classé sous 4 perspectives différentes, chacune évaluant un aspect spécifique de la performance organisationnelle. On a la perspective financière, la perspective des clients, la perspective des affaires internes et la perspective d'apprentissage et de croissance. La figure illustre comment la stratégie de l'entreprise affecte et est affectée à son tour par les 4 perspectives. De plus, elle montre la relation de cause à effet reliant les 4 perspectives. Les entreprises qui adoptent le tableau de bord prospectif développent des objectifs spécifiques qu'elles veulent atteindre dans chacune des 4 perspectives. Ces objectifs sont cruciaux pour le succès global de l'entreprise. Premièrement, la perspective financière. La perspective financière aide les gestionnaires à répondre à la question comment nous percevons-nous vis-à-vis des actionnaires. Les actionnaires se préoccupent principalement de la rentabilité de l'entreprise. Les gestionnaires doivent continuellement tenter d'augmenter les profits en augmentant des revenus, c'est-à-dire en introduisant de nouveaux produits, en gagnant de nouveaux clients et en s'étendant sur de nouveaux marchés. Et aussi en contrôlant les coûts, en cherchant à minimiser les coûts sans compromettre la qualité et le succès à long terme, en éliminant les coûts associés aux activités inutiles. On a aussi d'augmenter la productivité en utilisant des actifs existants de manière aussi efficace que possible. Généralement, les indicateurs de performance clés utilisés pour cette perspective, c'est la croissance du chiffre d'affaires, marge sur les ventes, le pourcentage de marge brute, la rotation du capital, le retour sur investissement, le revenu résiduel, les bénéfices par action, etc., etc.
Pour la perspective client aide les gestionnaires à évaluer la question comment les clients nous perçoivent-ils. La satisfaction des clients est une priorité absolue pour le succès à long terme. Si les clients ne sont pas satisfaits, ils ne reviendront pas. Par conséquent, la satisfaction des clients est cruciale pour l'entreprise atteindre ses objectifs financiers. Les clients généralement se préoccupent de 4 attributs du produit ou du service. On a le prix, on a la qualité, on a le service de vente, on a le délai de livraison. Et généralement, les indicateurs de performance les plus utilisés pour cette perspective, on trouve, c'est la note moyenne de satisfaction, c'est-à-dire le niveau de satisfaction du client, le pourcentage de part de marché, l'augmentation du nombre de clients, le nombre de clients récurrents, le taux de livraison à temps, etc. Troisième perspective, c'est la perspective des processus internes. La perspective des processus internes aide les gestionnaires à aborder la question dans quel processus d'affaires devrions-nous exceller pour satisfaire les objectifs financiers et clients. En d'autres termes, une entreprise doit s'occuper de ses opérations internes si elle veut satisfaire ses clients. Et c'est seulement en satisfaisant ses clients qu'elle atteindra ses objectifs financiers. La réponse à cette question intègre 3 facteurs suivants. C'est l'innovation, c'est-à-dire développer de nouveaux produits. L'opération, c'est d'utiliser des techniques opérationnelles lean, comme discuté avant dans le chapitre précédent. Et le support après-vente, c'est-à-dire fournir un excellent service client après la vente. Et on a aussi généralement pour les indicateurs de performance les plus utilisés pour mesurer cette perspective, on a le nombre de nouveaux produits développés, le temps de développement de nouveaux produits, le taux de défaut, le taux de production en amont, le taux de rendement de nombre de réclamations de garantie réussie, etc., etc. Et la quatrième perspective, dimension du tableau de bord prospectif, est l'apprentissage et croissance. La perspective apprentissage et croissance aide les gestionnaires à évaluer la question « Pouvons-nous continuer à nous améliorer et à créer de la valeur ?» Une grande partie du succès de l'entreprise repose sur ses employés. Une entreprise ne peut pas réussir dans les autres perspectives si elle n'a pas de bonnes personnes ou bons postes, une équipe de direction solide et les systèmes d'information dont les employés ont besoin. Par conséquent, la perspective d'apprentissage et de croissance établit les bases nécessaires au succès dans les autres perspectives. Donc, la perspective d'apprentissage et de croissance se concentre sur 3 facteurs essentiels. C'est la capacité des employés, c'est-à-dire comme les penseurs créatifs, est-ce qu'on a des penseurs critiques et créatifs, compétents, bien informés, motivés? C'est-à-dire que l'ensemble de nos employés ont des capacités importantes pour donner de la valeur à l'entreprise. Et aussi, on trouve que on doit avoir des capacités de système d'information, un système qui fournit des données précises et en temps opportun, et le climat pour l'action de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise doit mettre en disponibilité une culture d'entreprise qui soutient la communication, le travail d'équipe, le changement et la croissance des employés, etc. Généralement, les indicateurs de performance utilisés pour mesurer cette dimension, on trouve les heures de formation des employés, la satisfaction des employés, la rotation, leur pourcentage des employés ayant accès aux données en temps réel, etc., etc. Et différents aussi indicateurs utilisés pour cette perspective. Donc,
Le tableau, d'une façon générale, le tableau de bord perspective, concentre sur la mesure de la performance sur les progrès réalisés vers les objectifs de l'entreprise dans chacune des 4 perspectives. Lors de la conception du tableau de bord, les gestionnaires commencent par les objectifs de l'entreprise et sa stratégie pour les atteindre, puis identifier les mesures de performance les plus importantes qui prédiront le succès à long terme. Certaines de ces mesures sont des indicateurs opérationnels de tête de file, tandis que d'autres sont des indicateurs financiers de retard. Les gestionnaires doivent prendre en compte les liens entre la stratégie et les opérations de la manière dont ces opérations affecteront les finances actuelles et futures. Et nous sommes arrivés à la fin de ce cours et comme d'habitude, avant de clôturer le cours, on fait quelques retours sur les concepts clés de ce cours. C'est-à-dire, commençons par comment les entreprises décentralisent-elles. Les gestionnaires déterminent le type de segmentation qui convient le mieux à l'entreprise. Donc, les entreprises peuvent décentraliser par produit, client, processus, région géographique ou fonction commerciale. Le centre de coût est responsable du coût uniquement. Le centre de profit est responsable du profit et du coût, et par conséquent du profit. Le centre d'investissement est responsable pour les revenus, les coûts et l'investissement total dans la division. Et d'autres questions, de quoi les gestionnaires doivent-ils être tenus responsables? Les gestionnaires doivent être tenus responsables des éléments qu'ils peuvent contrôler. Le gestionnaire est responsable pour les revenus et les coûts, et donc les profits. Le centre de revenus est responsable pour les revenus. Le centre du coût est responsable pour les coûts uniquement. D'autres questions, comment la haute direction doit-elle évaluer la performance de la responsabilité des gestionnaires et leur division? L'évaluation de la performance devrait être alignée avec le budget, en utilisant des comparaisons réelles aux prévisions budgétaires et en mettant l'accent sur l'efficacité et l'utilisation des ressources par la division. Les variances défavorables et favorables dans les coûts variables ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, puisque des augmentations de volume au-delà des attentes peuvent conduire à une augmentation du coût variable qui dépasse le budget, tout en générant une augmentation des revenus et des marges sur coûts variables. Qu'est-ce que la marge de segment? La marge de segment est une mesure de performance qui évalue la division par rapport aux revenus et aux coûts directement associés à la division. Comment calculer le taux de marge interne? Le taux de marge interne est le taux de retour sur investissement interne des fonds de l'entreprise, le taux que l'entreprise doit surpasser pour créer de la valeur. Il est calculé comme le coût moyen pondéré du capital de l'entreprise. Comment les entreprises, ou bien comment est déterminé le prix de transfert et quel est son objectif? Le prix de transfert est le prix chargé pour les ventes internes au sein d'une entreprise. Elle est déterminée par la méthode du marché, c'est-à-dire prix de transfert basé sur le marché. On a la méthode du coût, prix de transfert basé sur le coût. La méthode négociée, c'est prix de transfert généralement entre le coût variable et le prix de marché. On a coût, c'est la variable ou absorption, plus une marge. Comment les budgets flexibles peuvent-ils aider à l'évaluation de la performance? Il n'y a rien de mal à comparer les résultats réels du budget de planification principale. Cependant, les gestionnaires obtiennent généralement des informations supplémentaires en comparant les résultats réels à un budget flexible, qui est un budget préparé pour le volume effectivement réalisé.
plutôt que le volume initialement prévu à des fins de planification. Qu'est-ce que l'écart du budget principal? L'écart du budget principal est la différence entre le résultat réel et le budget principal. Cet écart peut être décomposé en deux écarts distincts, un écart de volume et un écart de budget flexible, en créant d'abord un budget flexible. Comment prépare-t-on un budget flexible? Un budget flexible est préparé en multipliant le revenu budgétisé par unité et le coût variable par unité par le volume réel réalisé. Puisque les coûts fixes totaux ne sont pas affectés par les changements de volume, ils demeurent les coûts même que le budget principal original. Le budget flexible présente les revenus et les dépenses que l'on s'attendrait à avoir compte tenu du volume effectivement réalisé. Qu'est-ce que l'écart de volume? L'écart de volume est la différence entre le budget de planification principal et le budget flexible. Il représente la partie de l'écart du budget principal qui a été causé par un volume réel différent de celui initialement budgétisé. Qu'est-ce que l'écart du budget flexible? L'écart du budget flexible est la différence entre le coût réel et le budget flexible. Il représente la portion de l'écart du budget principal qui a été causé par autres facteurs que les différences dans le volume. Et dernièrement, quelles sont les quatre perspectives du tableau de bord prospectif? On trouve qu'il y a la perspective financière, la perspective client, la perspective du processus interne et dernièrement, la dernière dimension est la perspective d'apprentissage et de croissance. Et c'est ça la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien compris les différentes méthodes d'évaluation de la performance. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.